Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission préparée par la rédaction française de la Radio Tchèque. Alors que cette semaine, la République tchèque célèbre les 31 ans de la chute du communisme, survenue à la faveur des événements du 17 novembre 1989, nous nous sommes intéressés aux changements opérés dans le pays lors des premières années qui ont suivi cette fameuse révolution de velours. Reportage ensuite sur les eaux de la Vltava à Prague, où comme ailleurs en Tchéquie, l'aviron est un sport qui a le vent en poupe. Bonne écoute de ce programme. Il y a 31 ans, le 17 novembre 1989, se tenait la première des manifestations qui allait aboutir à la chute du régime communiste en Tchécoslovaquie. La démocratie qui a alors été retrouvée après 40 années de dictature a bien évolué depuis. Aujourd'hui, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'IEP de Strasbourg, auteure d'une thèse de doctorat sous la direction de Jacques Rupnik, intitulée « De la mobilisation citoyenne à la démocratie de parti, participation et délégation politique dans la nouvelle démocratie tchèque », Magdalena Hadžičky s'est intéressée de près aux dynamiques de ces grands changements des premières années post-révolutionnaires. On l'écoute au micro de Guillaume Narguet. Magdalena Hadžičky, bonjour. Bonjour. Première question un peu obligatoire pour un 17 novembre. Quel souvenir évoque pour vous cette révolution de velours en Tchécoslovaquie et aussi les années qui ont suivi celle-ci ? Ce sont des souvenirs, comme chez beaucoup de gens de ma génération, finalement assez personnels. C'est-à-dire, comme beaucoup de grands événements historiques, lorsqu'on en a été contemporain, ça peut avoir un effet sur sa vie, sur son existence personnelle. Et ça a été le cas pour ma part, puisque, alors c'est pas la révolution de velours uniquement, bien sûr, hein, c'est toute cette année 89, miraculeuse, comme on a pu dire à l'époque, avec la concomitance des transformations dans l'ensemble de l'Europe centrale orientale et aussi, ne l'oublions pas, en Union soviétique. Et personnellement, j'étais à une période de ma vie, pendant la période des choix professionnels, donc j'étais en tout début de mes études supérieures. Et cette transformation de 1989, ces révolutions, m'ont amené à décider finalement de m'orienter vers les sciences sociales, la science politique en particulier, et par la suite à choisir de travailler pour ma thèse de doctorat sur l'Europe centrale orientale. Alors, cette fois plus précisément sur la Tchécoslovaquie, effectivement, et apprendre le tchèque et partir en République tchèque pour faire mon terrain. Alors justement, vous vous êtes intéressé à la transformation de la société tchécoslovaque et à son passage à la démocratie et à une économie de marché dans les premières années qui ont suivi la chute du régime communiste, donc au début des années 1990. Ce travail remonte à une vingtaine d'années. Qu'est-ce qui vous semblait, on va dire, particulièrement marquant à l'époque ? La première chose, c'était le fait que la Tchécoslovaquie, contrairement aux autres pays de la zone, avait connu une période relativement longue, on va dire, de démocratie parlementaire dans l'entre-deux-guerres. Donc c'était un cas qui me paraissait particulièrement intéressant à étudier. La deuxième raison, alors je suis d'origine à moitié bulgare, mon père est bulgare, donc j'avais, pour tout un tas de raisons, eu la possibilité de voyager en Bulgarie, y compris pendant la période communiste. Donc moi j'étais enfant puis adolescente à l'époque pour aller visiter mes grands-parents. Donc c'était une société, donc la société bulgare que je connaissais un petit peu de l'intérieur. Et c'est aussi l'une des raisons, bien sûr, pour lesquelles 1989 a été pour moi un réel tournant. Mais pourquoi la Tchécoslovaquie et pas la Bulgarie ? Parce que justement, je voulais essayer de me détacher de cet affect familial et de cette prégnance aussi familiale qui peut être très forte dans les familles bulgares, et découvrir une autre société, donc une société centre-européenne et non pas est-européenne, puisque la Bulgarie est vraiment une société assez différente de la société tchèque. Et alors, ce qui m'avait frappé à l'époque, c'était le contraste entre l'idéal de retour du citoyen au cœur de la cité que portait la révolution de velours, justement, en 1989, encore en 1990 à travers le Forum civique, et puis la rapidité finalement avec laquelle ce discours s'est refermé en quelque sorte, et la rapidité avec laquelle on est passé à ce que
Guillermet avait pu appeler dans les années 90 des démocraties désenchantées. Hein. Et c'est ce contraste entre cette première période fondatrice centrée sur l'idée de réappropriation citoyenne de la chose publique vers une professionnalisation, une respécialisation du politique extrêmement rapide. C'est ça qui m'avait frappé à l'époque. Les anciens dissidents, avec bien évidemment Václav Havel en sa qualité de président, ont joué un grand rôle au début dans ce processus de transformation, dans ce passage à la démocratie. Quelle était alors leur vision de la politique? Puisque assez rapidement, le Forum civique, qui, comme vous l'avez dit, souhaitait en quelque sorte promouvoir la participation citoyenne dans les affaires publiques, a laissé la place à des partis politiques de forme plus classique. Est-ce que, selon vous, il s'agit là d'un échec de ces dissidents dans leur entreprise politique, ou plutôt d'une évolution qui était inévitable? J'ai fait un article que j'ai titré justement l'échec de la démocratie participative en pays tchèque. Effectivement, je pense qu'il y a une dimension d'échec. C'est-à-dire que, même si ça peut paraître un petit peu dur vis-à-vis des anciens dissidents, ce à quoi je suis parvenue, c'est finalement à considérer que l'équipe qui était autour de Havel a souhaité mettre en avant et permettre l'inventivité démocratique. On peut mettre ça à leur actif. Le problème, c'est que je pense vraiment qu'ils avaient une vision beaucoup trop abstraite du citoyen et de sa mobilisation. Or, la sociologie des mobilisations nous montre bien que pour maintenir une innovation politique sur la durée, il faut un investissement fort et un investissement fort des leaders. Les leaders ne sont pas uniquement ceux qui dirigent, ce sont aussi ceux qui incarnent et qui permettent en quelque sorte aux simples militants, si j'ose dire, même si on n'utilisait pas ce vocabulaire-là à l'époque, de se sentir bien représentés, de se sentir surtout reconnus par les leaders. Et j'ai pu écrire aussi un article sur le retrait des leaders du Forum civique, sur le fait qu'ils ont, que ce soit Havel lui-même, bien entendu, puisqu'il est parti à la présidence, il y a eu plutôt un phénomène de retrait, alors justifié en termes de il ne faut pas remettre une hiérarchie au sein du Forum civique, chaque Forum civique local doit s'auto-gérer, etc., mais qui en réalité a pu être ressenti comme un abandon par les forums civiques locaux et par tous ceux qui, sur la base du volontariat, il faut le rappeler, essayaient de s'activer pour faire exister ce forum civique au niveau local, qui était très présent, y compris les petites villes de pays tchèques. Donc, il y a une dimension d'échec, indéniablement, c'est-à-dire de quelque chose qui, effectivement, a pu bourgeonner à un moment donné, mais qui n'a pas été suivi jusqu'au bout pour tout un tas de raisons. Et la façon dont certains anciens dissidents, en tout cas, voyaient leur investissement dans un mouvement politique a pu jouer un rôle important. C'est donc la raison pour laquelle, dans vos travaux, vous évoquez une transition de pouvoir entre les amateurs de la politique et des professionnels qui étaient incarnés donc en premier lieu par Václav Klaus. Oui et non. J'utilise ces termes entre guillemets. Ce dont il faut bien se rappeler, c'est qu'à l'époque, être un amateur en politique était positif. En tout cas, en 1989-1990, seuls les amateurs politiques pouvaient se targuer d'une quelconque autorité, d'une quelconque légitimité dans la situation dans laquelle était la Tchécoslovaquie à l'époque, avec une défiance historique vis-à-vis des anciens détenants habituels du pouvoir politique, donc incarnés par le Parti communiste tchécoslovaque. Et donc le passage entre cette période 89-90 où finalement il fallait apparaître comme amateur, ne surtout pas porter des cravates, ne surtout pas porter des costumes cravates gris, comme les anciens de la nomenclatura, ne surtout pas apparaître comme des apparatchiks. Le passage de cette période-là à une période très rapidement après finalement, où de nouvelles personnalités pu émerger et se revendiquer d'un certain professionnalisme en politique, pour moi, c'est vraiment le signe d'un changement d'époque, mais en l'espace de 2 années. Et c'est aussi un mystère, c'est-à-dire comment les dirigeants et les militants de l'ODS ont-ils pu se revendiquer d'un quelconque professionnalisme dans ce contexte dans lequel, je le rappelle, aucun d'entre eux n'était censé être des anciens professionnels du politique, bien entendu. Sinon, ils n'auraient pas été élus, ils n'auraient pas pu avoir la légitimité qu'ils ont acquise à ce moment-là. Une des façons qu'ils ont eu de s'y prendre, c'est d'insister sur leur professionnalisme en tant qu'économistes ou ingénieurs. Parce que ce que j'ai pu montrer, c'est que derrière l'image donc importante, bien entendu, de Václav Klaus, vous avez le glissement du vers. Il
nous faut des économistes pour réussir la transition politique et économique dans cette période. Donc c'est cette légitimation par l'économie qui a énormément joué chez Václav Klaus, comme ça a pu jouer chez Balcerowicz en Pologne. C'est pas du tout quelque chose qui est spécifique à la République de Tchécoslovaquie. Donc c'est bien une reprofessionnalisation, mais par l'économie en quelque sorte. Ne serait-ce que vu de l'étranger, la transformation en Tchécoslovaquie dans les années 1990 a été perçue comme une réussite. Avec le recul, un peu plus de 30 ans plus tard, est-ce qu'on peut encore faire la même analyse ? D'un point de vue économique et social, si vous faites une comparaison avec l'ensemble des pays de la zone, la République tchèque, j'allais dire, s'en sort plutôt bien. Encore aujourd'hui. Et en particulier, moi, j'insisterai pas tant sur les indicateurs habituels, PIB, mais bon voilà, un taux de chômage encore très bas, c'est pas la seule, loin de là bien entendu, mais surtout les inégalités sociales ne sont pas du tout aussi fortes que dans les autres pays de la zone, en particulier la Pologne et la Roumanie, notamment la Pologne, qui est l'un des pays les plus inégalitaires d'Europe. D'un point de vue plus politique, l'un des grands problèmes de la zone, c'est effectivement de lier les années 90 à ce qu'on appelle maintenant un peu rapidement donc la corruption du système, c'est-à-dire une collusion forte à un moment donné avec un trop faible cadrage juridique entre les élites politiques et les élites émergentes économiques à l'époque, autour des privatisations. Et ce n'est pas du tout un hasard si l'ensemble des pays de la zone sont marqués régulièrement par des grandes mobilisations, des grandes manifestations, dont la corruption est le mot d'ordre. De mon point de vue, le tort des responsables politiques du début des années 90, et là pour le coup, c'est commun à Klaus comme à Havel, ça a été de séparer le politique de l'économique, d'oublier en quelque sorte la dimension sociale de la transformation globale qui était à l'œuvre dans ces pays-là, une transformation extraordinaire, historique. C'était évidemment un discours explicite de la part de Václav Klaus, qui disait bien qu'il fallait d'abord s'occuper de la transition économique et laisser de côté finalement toutes les questions institutionnelles ou politiques, et que finalement les choses se feraient d'elles-mêmes par la suite. Mais c'est aussi un aspect qu'on peut trouver chez Havel ou au sein du Forum civique, avec aucune prise en charge finalement des questions économiques et sociales dans le discours politique du Forum civique. Or, la démocratie, avec son idéal de gouvernement du peuple, d'égale dignité entre les citoyens, génère des attentes en termes d'incarnation collective, en termes de bien-être social. Et c'était aussi le cas dans les pays d'Europe centrale et orientale au début des années 90. Cette non-prise en charge finalement du lien entre l'économique et le politique, à mon avis, c'est un tort que les démocraties centre-est européennes payent aujourd'hui. Fondateurs qui sont extrêmement utiles pour construire une démocratie forte. Magdalena Hadjiski, merci beaucoup. Merci à vous. Skiff, 200 barreurs ou encore 4 de couple, ces termes peuvent déconcerter, mais on comprend très vite de quoi il s'agit quand le mot aviron vient s'y ajouter. Ce sport olympique est traditionnellement très pratiqué en République tchèque avec une quarantaine de clubs répartis dans tout le pays. Reportage de Joseph Lefer. Le Slavia Praha est l'un des 5 clubs d'aviron existants à Prague et aussi l'un des plus anciens. Depuis 1885, plusieurs générations de Tchèques s'évertuent à fendre la Vltava à coups de rame. Le club compte autant d'hommes que de femmes licenciés, même s'il est davantage centré sur ces dernières. Jan Malsa est entraîneur au Slavia Prague depuis plusieurs années. Pour cet ancien rameur de haut niveau, l'aviron est désormais un loisir. La médaillée d'or en skiff des Jeux Olympiques de Londres en 2012, Mirka Knapkova, est membre de notre club. Nous comptons parmi nous également les championnes d'Europe du 2 de couple, Kristina Fleisnerova et Lenka Antoshova, qui continuent de s'entraîner. Actuellement, elles sont les meilleures rameuses de notre club. D'ailleurs, nous nous concentrons principalement sur ces rameurs d'élite au niveau national. Discipline traditionnelle mais dure, l'aviron rencontre toujours un certain succès auprès des plus jeunes.
Nous avons beaucoup de demandes d'adhésion d'enfants et d'étudiants. C'est un sport populaire, mais parce qu'il n'existe que quelques clubs à Prague, nous ne pouvons accueillir tout le monde. Des rameurs célèbres comme Ondřej Sinek, qui n'est pas dans notre club, et Mirka Knapková ont contribué à la popularité de l'aviron en République tchèque. Il y a quelques semaines s'est tenue la 108e édition de la Primatorky, en français 8 du couple du maire de Prague, une course qui attire beaucoup de monde et qui est toujours retransmise à la télévision. Les 5 clubs de Prague s'entraînent sur la Vltava et le Slavia a la particularité d'être situé dans le centre-ville de Prague puisqu'il fait face à la maison dansante juste à côté du pont Jelasek. Les rameurs naviguent à contre-courant sur 8 km jusqu'au prochain barrage. Un entraînement éprouvant mais qui semble porter ses fruits. L'un des principaux avantages de ce sport est qu'il convient à tous les profils. Celui qui apprécie l'aspect collectif du sport peut faire partie d'une équipe. À l'inverse, celui qui préfère l'aspect individuel peut ramer sur une embarcation en solo. En équipe, il est possible de ramer à 4 ou à 8 rameurs. Il y a une bonne mentalité et c'est très différent de se retrouver à bord d'une embarcation avec 8 autres personnes, dont le barreur. C'est un sport où l'amitié est importante, on doit pouvoir compter les uns sur les autres. C'est donc un sport à la fois collectif et individuel. L'aviron est un sport qu'il est possible de commencer à pratiquer à tout âge, mais il est tout de même préférable d'être d'un naturel sportif. Les jeunes plutôt grands qui ont déjà pratiqué un autre sport d'endurance ont alors de bonnes prédispositions pour la discipline. On peut commencer à ramer à n'importe quel âge. C'est un des grands avantages de cette discipline. C'est un très bon sport qu'il est possible de pratiquer quotidiennement à Prague, même en hiver. On est à l'air libre sur la Vltava, au cœur de la ville, mais aussi en pleine nature. En observant la Vltava, on pourrait penser qu'elle est un lieu idéal pour la pratique de l'aviron, mais la réalité est bien plus complexe. De nombreux paramètres entrent en jeu, comme l'existence d'une ligne droite sur une distance importante ou encore le courant. C'est un bon endroit pour l'aviron, oui, mais le meilleur endroit reste le centre de Račice qui possède un bassin avec une ligne droite de 2000 mètres. C'est parfait pour les courses. Il a accueilli par exemple les championnats d'Europe en 2017 où les filles ont décroché une médaille d'or. La Vltava est une rivière avec du courant. Ce n'est pas le mieux pour l'aviron. En revanche, c'est un bon endroit pour s'entraîner. On peut y faire des allers-retours sur 8 km. Elle est suffisamment large et forme une ligne presque droite. Les clubs d'aviron pragois doivent également composer avec un autre facteur dorénavant inhérent à la capitale tchèque, le tourisme. Durant la saison estivale, il est fréquent de rencontrer plus de monde sur la Vltava avec les pédalos et les bateaux à moteur auxquels s'ajoutent les rameurs sur leurs embarcations, ce qui fait que c'est très encombré. Cette année, la saison a été un peu particulière. La raison encore et toujours le coronavirus. Habituellement, à l'automne, les entraînements sur la Vltava prennent fin et ceux en salle sur les machines appelées rameurs prennent le relais. Cette fois, s'ils veulent continuer à ramer, les sportifs n'ont pas d'autre choix que de rester sur l'eau. L'aviron se prête bien au respect des mesures de distanciation sociale, puisque les embarcations mesurent dans les 3 mètres. À cela s'ajoute la distance de sécurité entre elles lors des entraînements en groupe. Le Slavia Prague n'a pas trop souffert des conséquences de la pandémie. En dépit de la fermeture de sa salle de sport, le club a même vu débarquer de nouveaux licenciés, désireux de conserver une activité physique en période de confinement. En temps normal, l'aviron est un sport dynamique en République tchèque et de nombreux événements y sont consacrés. Certains ont été reportés comme la course Head of Prague qui devrait se dérouler en décembre prochain. C'est la fin de cette émission présentée aujourd'hui par Anna Kubishta et préparée par l'ensemble de la rédaction française de la radio tchèque. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité, bon vent et ahoy.